Bonjour, je m'appelle Catherine Barbeau. J'ai été injectée du Pfizer en juillet 2021 et je suis venue chez Sébastien et Guillaume de Next Dose pour faire une observation de mon sang. Voilà, donc là on a un microscope de qualité plutôt bonne, voire excellente, sur lequel on peut grossir de 40 fois à 2000 fois. On a différents objectifs qui sont ici, et 2 oculaires qui sont là-haut, qui permettent de grossir 10 fois déjà, et ensuite on multiplie le 10 par le nombre d'oculaires. Donc par exemple ici on a un x 10, donc 10 x 10 ça fait 100. Si je change, ça fait 10 fois 40, ça fait 400, etc., etc. On peut monter comme ça jusqu'à fois 1000, voilà, ici. Et ensuite, on grossit encore un peu plus avec l'ordinateur, ce qui nous permet de faire des grossissements allant jusqu'à 2000 fois. Donc, je passe un petit coup d'alcool, voilà. Le doigt soit bien propre. Ensuite, je vais faire une petite piqûre pour faire 2 gouttes. Une goutte de sang qu'on va regarder de suite et une goutte de sang qu'on va colorer. Voilà, voilà, merci. Tiens. Voilà, entre l'âme et la mêle. Ensuite, je fais un frottis. Voilà. Je le maintiens au propre, pour pas que de poussière aille dessus. Pour faire la différence entre une personne non injectée et une personne injectée, on a mis une petite vidéo du sang et on va pouvoir voir que les globules blancs et les globules rouges ont à peu près la même taille. Donc maintenant, on va observer mon sang sous le microscope. Là, sur l'état frais, on commence toujours par un faible grossissement, donc ici à x100. Qu'est-ce que c'est que ça? On observe un filament assez grand. C'est une structure qu'on observe très fréquemment chez les personnes qui ont été injectées. C'est quoi? C'est du graphène, tu penses? C'est ce qui s'apparente à du graphène, pour nous, d'après la littérature scientifique. À plus fort grossissement, x400 ici, on voit les détails de cette structure. Donc ce filament est bien transparent. On observe les globules rouges derrière. Celui-ci est bleuâtre. Toujours avec un aspect en ruban.
Ici, on observe un globule blanc, donc légèrement plus gros qu'un globule rouge, tout autour. Notez quand même l'aspect tout à fait classique et ordinaire des globules rouges. Voilà, en dessous de la structure, beaucoup de globules rouges, comme en dessus. Ensuite, à x400, on peut constater aussi une structure atypique. Et cette grosse boule, tu l'as déjà vue chez quelqu'un d'autre? Ou c'est la première fois que tu la vois Même comme type. On a déjà vu ce genre de choses, mais pas forcément identique. ça? Un petit peu déformé, ou un petit peu plus grosse, ou C'est plus des petite. gens hein. qui ont injecté Pfizer aussi. C'est une structure qui ferait penser, là aussi, il y a du graphène. On observe différents points de couleur à l'intérieur, qui pourraient faire penser à différents éléments, du coup, incrustés dans cette trame, probablement de graphène. Donc ça pourrait être des minéraux de différentes sortes. Mais là aussi, nous n'avons pas d'idée précise. Tout autour, on observe de nombreuses petites bulles d'air. Alors ça peut être des bulles d'air ou des bulles de gaz. Il nous est impossible de déterminer. Alors j'attire l'attention sur la présence des globules rouges qui sont tout à fait classiques. Ils sont sphériques, parfaitement sphériques, tout simplement parce que l'observation a été faite en extemporané. C'est-à-dire qu'on a pris du sang qu'on a regardé immédiatement. Et ça, on y tient parce que la présence d'échinocytes, donc de cellules rouges un peu déformées, n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu lorsque le sang est frais. Alors bien sûr, si on prend le temps de regarder à un état frais comme ça pendant plusieurs minutes, au bout d'un moment, les globules rouges sont en souffrance et finissent par se déformer et prendre un aspect comme ça en échinocyte, ou on peut appeler ça une forme d'oursin. Alors on va augmenter encore le grossissement, ici à x1000. Ça nous permet de bien observer surtout les globules blancs. Ici donc on a un globule blanc au centre de l'écran et en haut, un peu à gauche, on a un ensemble de supposées plaquettes. On les voit par le fait qu'elles sont translucides. Alors concernant les globules blancs, on va essayer de voir dans le détail comment ça se passe et qu'est-ce qu'il y a de normal ou anormal. On a aussi des éléments totalement figurés qui n'ont rien à faire là. Possiblement encore une fois du graphène, mais on ne sait pas très bien. Voilà, donc en zoomant un peu plus, on s'aperçoit que le globule blanc possède de grandes vacuoles, c'est-à-dire des poches de phagocytose notamment, qui semblent être là, dans ce cas-là bien augmentées. Et on précisera aussi l'ensemble d'éléments pigmentés qui sont dans la cellule. Et ça, c'est vraiment typique des gens qui ont reçu les injections. À droite de ce globule blanc, on observe quelques plaquettes, qu'on verra mieux à la coloration tout à l'heure. De même, on observe de minuscules éléments navigants dans le liquide interstitiel, c'est-à-dire entre les globules rouges et les globules blancs. Donc là, notre attention est attirée par deux globules blancs qui sont très très proches. Et on notera à côté d'eux des plaquettes, enfin ce qui semble être des plaquettes, qui sont déjà bien présentes et surtout en nombre important. Là le globule blanc, là la plaquette. Voilà, là où les plaquettes. Alors normalement ces plaquettes-là ne se voient pas dans du sang non vacciné, on ne les repère pas comme ça. À moins qu'il y ait une pathologie spécifique. Voilà. On voit à plusieurs endroits, on voit clairement qu'il y a des amas de plaquettes à plusieurs endroits sur l'état frais.
On se retrouve à nouveau avec un globule blanc. Les vacuoles sont moins visibles, mais pourtant on voit très bien qu'elles y sont. Donc ces globules blancs qui ont une forme comme ça atypique nous intriguent beaucoup. Et sur la coloration, on les retrouve. On retrouve même la coloration à l'intérieur de la coloration. Avec les pigmentations verdâtres apparaissent lorsqu'on fait une coloration. On verra ça plus tard. Alors là, c'est beaucoup plus flagrant. On voit clairement une grosse vacuole dans la cellule, qui est un globule blanc, certainement un polynucléatophile, avec des éléments singuliers dedans, qui sont très très colorés en verdâtre. Ça, c'est systématique chez les gens qui ont été injectés. À chaque fois, on retrouve ce genre de figure. Voilà. Là, on a à nouveau un regroupement de cellules blanches, avec là, toujours la même histoire, hein, des vacuoles importantes, une coloration atypique, plutôt pigmentée en vert. Voilà, ça, moi, à chaque fois qu'on fait une observation chez des gens qui n'ont pas été vaccinés, on ne retrouve jamais ça. Jamais. Notez quand même le nombre d'éléments navigants, hein, comme disait Guillaume tout à l'heure. Bon, voilà, on les voit naviguer très clairement là. Comme des petites puces qui sautent de part en part. Et on en voit en quantité. On constatera quand même que les membranes des deux globules blancs sont très très proximales, vraiment très proches. Limite, semble-t-il, à vouloir fusionner. Voilà, on vous laisse quand même constater que tous les globules blancs sont déformés. Avec à chaque fois des plaquettes pas très loin ou un ensemble d'éléments singuliers qu'on identifiera par la suite grâce à la coloration. Je rappelle qu'on est sur un état frais, hein, donc vraiment c'est instantané, on a vu le sang de suite. Le sang n'a pas attendu sur une lame, il a été vu de suite. En 3 étapes. La première étape étant une fixation. On fixe le frottis. On attend à peu près 5 secondes. Le frottis est fixé. Voilà. Donc, tu es parti avec la même lamelle ou une autre lamelle? Non, ce n'est pas la même observation. Non, c'est pas la même. D'accord. Comme c'est un frottis, c'est que le sang a été étalé dessus et séché. On fait ensuite la deuxième étape, c'est une coloration à l'éosine, suivant le même procédé. J'attends 5 secondes. La coloration est déjà rose. Et enfin, la dernière étape, qui est une coloration au bleu de méthylène. Donc bleu de méthylène plus rouge éosine, ça va faire une coloration violette. Voilà. Et en fait, Troisième étape. Chaque cellule, elles vont accepter une en fonction couleur. De son pH, voilà, c'est ça. En fonction de son pH et sa préférence. On obtient un résultat violet, violet-bleu. On ne restera plus qu'à rincer et ensuite observer. Avant d'observer mon sang qui a été coloré, nous allons, pour faire une comparaison, observer le sang d'un non injecté.
Donc maintenant, on va observer mon sang sous le microscope. À la coloration omega GEMSA, on retrouve nos cellules blanches, notamment des polynucléaires neutrophiles, qui sont très très proches les uns des autres, voire même fusionnés par endroits, ce qu'on a déjà constaté maintes et maintes fois chez les gens qui ont été injectés. On retrouve des placards de plaquettes, des ensembles de plaquettes qui sont normalement isolés, et là qui sont tout ensemble. On retrouve un lymphocyte, semble-t-il, ici, voilà. Vu sa taille et sa couleur, ça pourrait être très probablement un lymphocyte. Les plaquettes ici en pagaille, vraiment, et dans le frottis sanguin, on va en retrouver en grande quantité. Je rappelle que les plaquettes normalement n'ont pas cet aspect, ils ne sont pas en quantité comme ça, regroupées les unes aux autres. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont été injectés vont développer des pathologies de type thrombose, mais bon, ça pose question. Ici, on se retrouve avec, semble-t-il, un monocyte, parce que normalement le monocyte a cet aspect-là, mais il n'est pas aussi volumineux. Là, à nouveau, des placards de plaquettes, c'est-à-dire des ensembles de plaquettes, hein, en quantité non négligeable, bien sûr. Voilà, à nouveau ici une fusion de polynucléaires neutrophiles. On ne voit même plus la distinction des membranes. Elles ont totalement fondu les unes avec les autres. Alors on peut suspecter des erreurs d'interprétation ou de lecture, hein. Nous on constate, on ne fait que constater. Voilà, le sang est donc bien étalé, on peut constater que le frottis est régulier. Et là, hop, petite surprise, un polynucléaire neutrophile et une grosse masse fuchsia que nous on apparente à une nétose. C'est-à-dire que le globule blanc qui était à cette place a complètement explosé. Encore une fois, on n'interprète pas, on observe et on compare. Là, si on recherche sur Internet ce que c'est qu'une nétose, on a facilement ce genre d'image. Voilà, on voit clairement que l'ADN s'était complètement diffusé autour parce que la cellule a complètement explosé. Voilà, des plaquettes un peu partout, hein, sous forme d'amas de plaquettes. On parlait tout simplement d'agglutination plaquettaire. Voilà. Vous remarquez quand même qu'il y en a en quantité non négligeable. Alors ici, on observe deux globules blancs, mais qui sont différents de ceux qu'on a observés tout à l'heure. Celui d'en bas à droite, c'est fort probablement un polynucléaire éosinophile. Et par contre, celui qui a un petit peu au-dessus, avec deux pseudo-noyaux, ça pourrait être un polynucléaire, mais il est difficile de le déterminer. La taille nous paraît aussi importante comparée aux globules rouges à côté. Encore un amas plaquettaire. Et là aussi un regroupement de globules blancs dont l'origine est parfois difficile à déterminer. On observe aussi des reliquats de cellules en haut à gauche. Je suis bien incapable de dire ce que c'est. Là aussi, des globules blancs qui sont regroupés avec des formes plutôt atypiques, notamment pour celui qui est central. Sur la droite, en haut et sur la gauche, on peut déterminer assez facilement des polynucléaires neutrophiles. Probablement que le globule blanc du centre est en train d'exploser en forme de nétose. On se retrouve là présentement avec un polynucléaire éosinophile, clairement, et puis un amas plaquettaire qui est au-dessus.
Alors voilà, ici nous avons un testeur de champ électromagnétique, un testeur EMF en fait, qui permet de mesurer 3 choses. Les champs électromagnétiques en haut à gauche, là je suis à 0,2 milligauss. En haut à droite, on a les radiofréquences, là je suis à 0. Et en bas, nous avons les champs électriques, là je suis à 2 volts par mètre. Et en fait, on va parcourir toute la personne, sur les bras, les jambes, le dos, la tête, pour pouvoir voir si on observe des modifications significatives au niveau de ces fréquences. Donc effectivement, en regardant chez une personne non vaccinée, en général, on a un champ électrique qui est assez faible. Alors là, j'ai eu un pic. Sinon, globalement, on reste sur des champs assez faibles. Et ça, c'est ce qu'on doit observer chez toutes les personnes qui n'ont pas été vaccinées. On va pouvoir faire le test chez toi, Catherine. Allons-y. Donc là, voilà, déjà sur le bras, je suis à 62 volts par mètre. Donc là, il y a le petit voyant bleu vert qui clignote. Donc passer 50 volts par mètre, c'est une fréquence, c'est un rayonnement qui est supérieur à la norme. Donc 62 volts par mètre, c'est déjà beaucoup. 61, 59. Et on parcourt comme ça le champ sur tout le corps, les bras, les jambes, le dos, la tête, pour voir les zones qui sont... Et la tête, hein. Je suis à 58 volts par mètre. Donc on est bien sur des fréquences électriques. 55, 52. Au niveau du champ électromagnétique, on reste faible. Hein. On est à 0,2, 0,3, 0,4. Voilà, donc ça reste assez faible. Par contre, le champ électrique est assez élevé. Sur le bras droit, je suis à 60. Faudrait qu'on fasse voir l'écran. 55. De toute façon, dès que ça clignote, on est à plus de 50. Oui, mais là, l'écran, on le voit pas forcément. 53. 62, 64. Donc on a quand même un champ électrique qui est assez fort. Après, moi en général, je fais debout avec les jambes et le dos. Mais on peut voir que déjà sur les deux bras, on a un champ électrique qui est fort. Sur le dos, en haut du dos, je suis à 57, 51, 52. Donc on peut estimer déjà qu'il y a un champ électrique qui est important et qui est anormalement élevé sur un organisme biologique. Là je suis à 60. 54. Donc c'est vraiment sur à peu près tout le corps qu'on a un champ électrique qui est perturbé. La fréquence électromagnétique est assez faible, 0,4. Par contre là, ici, hop, j'ai les radiofréquences qui sont montées à 37, 24, 75, 14. Voilà, qui est modifié assez fortement. Donc pareil, normalement, un humain n'émet pas de radiofréquence à ces puissances-là. Là, je suis retombé à 0. Alors, Sébastien et Guillaume, pouvez-vous vous présenter? Moi, je m'appelle Sébastien, je suis infirmier. Alors, j'étais infirmier libéral jusqu'en septembre 2020, puisqu'après, j'ai été bien sûr gentiment remercié de mes services. Voilà, Septembre 2021. Ah, septembre 2021, pardon, oui, exact. Le temps passe vite, comme on dit. Voilà, je suis actuellement toujours infirmier, mais j'exerce ma profession différemment puisque je suis aussi laborantin et que j'exploite cette formation
pour comprendre ce qui se passe au sein des vaccins. Voilà, moi je m'appelle Guillaume, je suis naturopathe de formation et infographiste aussi. Donc j'ai travaillé plus de 20 ans dans la communication, une institution publique qui m'a licencié au tout début du Covid. Et donc j'ai mis ce temps à profit pour pouvoir explorer justement le sujet de la vaccination notamment avec Sébastien. On a allié nos compétences entre l'informatique, le montage vidéo, les prises de vue, etc. pour pouvoir, et donc avec les compétences de Sébastien et notamment le côté laborantin, pour pouvoir justement faire toutes ces observations et avoir une vue d'ensemble des effets potentiels des vaccins sur le sang des patients. Donc, Le choix de NextDose. le choix de NextDose. Alors, c'est plus le choix de Guillaume que le mien, mais je suis tout à fait d'accord avec ce titre, qui signifie donc prochaine dose, parce qu'effectivement, c'était d'interpeller les gens pour savoir si vraiment ils voulaient une prochaine dose. Alors effectivement, c'est un choix un petit peu commun quand même, hein, parce qu'on a fait une sorte de brainstorming un soir tous les deux, et on a sorti peut-être une trentaine de mots, et à un moment donné, effectivement, en choisissant, en restreignant la liste, on est tombé sur NextDose. C'est intéressant parce qu'en fait, on fait le lien entre le côté français avec dose, parce qu'effectivement en anglais c'est shot, et le côté anglais next. En français, ce serait prochaine. Donc prochaine dose ou next dose. C'était intéressant pour nous de faire le lien aussi entre les deux parties de l'Occident qui ont mis en place toutes ces mesures sanitaires, et notamment la vaccination, et qui ont forcé une grande majorité de leur population à se faire injecter. Le choix de next dose, il est important aussi parce qu'en fait, on a sorti notre premier film, NextDose 1, en septembre l'année dernière. Maintenant, il y a 2 ans, pardon, il y a 1 an et demi. En septembre 2022. Et pour nous, en fait, quand on a sorti ce film-là, on n'a même pas fait le moindre commentaire. C'était juste des vidéos, des extraits de nos observations au microscope. C'est comme si vous étiez derrière votre microscope et que vous découvriez en même temps que nous ces images. On n'a voulu faire aucune interprétation, ni rajouter d'émotionnel avec une musique ou autre. Et donc on laisse le spectateur face à lui-même et on se dit, avec NextDose 1, dont le sous-titre était « Où sont passés nos scientifiques ?» Est-ce que vous avez envie de faire votre prochaine dose? C'est ça en fait le but. NextDose, ça vient de là. Est-ce que vous avez envie de faire votre prochaine dose? Et en fait, on a bien vu que derrière, ça n'a pas trop réagi. On a fait NextDose 2 et on a compris un peu plus de choses. On a fait un peu plus d'observations aussi chez des personnes injectées. Et là, pour nous, c'était 3 mois plus tard, ou 4 mois plus tard, en décembre 2022. Et là, pour nous, c'était sans appel. NextDose 2, on était persuadés que les personnes qui verraient notre film n'iraient jamais faire leur prochaine dose. Parce que c'est factuel et que même sans rien y comprendre au sang, il y a suffisamment d'éléments pour prouver qu'il y a trop de suspicions vis-à-vis de ces vaccins et sur les transformations qu'ils provoquent dans le sang. Alors, Sébastien et Guillaume, dites-moi comment vous est venue cette envie d'analyser le sang, d'observer, le sang des vaccinés. Alors, Vas-y. Alors, ça nous est venu assez naturellement. En fait. Nous avons suivi et vécu la pandémie comme tout le monde, de façon assez dure et brutale, avec des mesures sanitaires assez dures. Et on a bien vu très rapidement que la seule réponse des gouvernements qu'ils avaient à nous proposer était un vaccin et que c'était quelque part le seul remède qui nous sauverait tous. Pourquoi pas en soi, sauf qu'on nous a dit de suite que c'était 2 nouvelles plateformes vaccinales qui allaient être déployées pour pouvoir réaliser ces vaccins. Donc, quand on utilise une nouvelle méthode pour fabriquer des vaccins en population générale, sans avoir de recul, en fait, déjà, ça nous interpelle et on a envie de fouiller le sujet.
Donc on a beaucoup fouillé le sujet, on va dire, sur le papier. Et déjà sur le papier, ben, ça nous pose un problème. Dans le même temps, on nous demande de fabriquer l'antigène et l'anticorps dans la même personne et dans le même temps. Donc ça, c'est assez complexe parce que logiquement, on ne fait jamais ça avec un vaccin. Donc déjà, on peut s'attendre à avoir pas mal d'effets indésirables liés à ça. Et en fait, on a regardé très rapidement, nous, les effets indésirables à la pharmacovigilance française et européenne notamment. Et au bout de 3 mois de vaccination dans la population générale, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'effets indésirables. Et qu'en fait, même un quart des effets indésirables, 25%, étaient des effets graves. Donc ça nous a vraiment interpellés parce que la plupart du temps, sur un médicament ou un vaccin, même nouveau, on est aux alentours de 4 à 5% d'effets indésirables graves. Donc avoir 25% d'effets indésirables graves, c'était déjà assez alarmant. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, ben, il va falloir quand même qu'on regarde le contenu de ces injections, puisqu'on a eu quelques indications, notamment avec le phénomène d'aimantation. Phénomène d'aimantation que Sébastien a même observé chez ses propres patients. Donc effectivement, là, il n'y avait rien dans la composition des vaccins qui permettait de faire la corrélation entre un ingrédient et le fait que le vaccin aimante au point d'injection qui est une aimantation. Du coup, ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille et on a eu envie d'en savoir plus. Donc on a acheté un microscope. Tout de suite, en fait, on a voulu faire ces observations pour en savoir plus. Pour ma part, c'est plus simple puisque moi, dès le départ, et je l'ai dit, il était inconcevable que je fasse confiance à la fois aux politiques, aux médias et aux laboratoires. J'ai 28 ans d'expérience dans le soin, je connais le passé des laboratoires en matière de fraude, donc pour moi, c'était impossible de leur faire confiance pleinement. Ensuite, du point de vue personnel, j'ai eu 3 patients qui sont décédés après injection. Donc là aussi, c'était complètement impossible de leur faire confiance et absolument nécessaire de chercher à comprendre. Comme j'ai une formation de laborantin en plus de celle d'infirmier, j'ai exploité cette formation pour pouvoir acheter un microscope, comme le disait Guillaume, et pouvoir regarder dans le détail le contenu des fioles et le contenu du sang des gens qui ont été injectés. Je ne vous cache pas ma surprise. Nous avons été assez, on va dire, didactiques dans ce qu'on a observé. Ça se passe en 3 temps en fait. Dans la première phase, on va regarder vraiment que le vaccin pur, ce qui nous permet déjà de voir un petit peu s'il y a un contenu homogène, si on observe différentes choses un petit peu atypiques. La deuxième phase, c'est vraiment l'observation in vitro. Donc on va observer le sang d'une personne non vaccinée dans lequel on va rajouter quelques gouttes du vaccin. Et dans la troisième phase, c'est d'observer in vivo, donc chez les patients, chez les vraies personnes, chez les humains eux-mêmes, en prélevant une goutte de sang au bout de leur doigt, chez les personnes vaccinées pour les comparer aux personnes non vaccinées et aussi comparer à ce qu'on a observé in vitro. Donc ces 3 phases-là, pour nous, elles sont fondamentales. Elles permettent d'avoir une rigueur scientifique et de faire des corrélations et derrière d'avoir une première interprétation des données. Qu'est-ce que vous attendez maintenant des professionnels qui puissent vous aider? Qu'est-ce que vous attendez? Déjà, on va continuer à les informer parce que manifestement, ça percute pas trop. Donc, on continue à les informer, voire à leur distribuer des livres gratuitement pour qu'ils soient pleinement au courant de ce qui se passe. Maintenant, est-ce qu'on en attend quelque chose? On espère qu'il y a une réaction massive et une interdiction formelle, voire un moratoire contre l'utilisation de ces vaccins, enfin 10 vaccins. Et puis pour la suite, on attend aussi de la part de certains scientifiques qui réagissent, qui nous rejoignent. On a plusieurs scientifiques qui l'ont fait. On aimerait qu'il y en ait plus, notamment des hématologues, pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils voient, si on est bien d'accord, si notre méthode est correcte, et surtout s'il y a une éventuelle solution. Tout à fait. Ce qui est important aussi, c'est d'impliquer
le milieu de la justice, parce qu'aujourd'hui, on a fait quand même pas mal d'observations de sang de personnes qui ont été vaccinées, qui ont ou pas, pour certains, des effets indésirables, mais une majorité a des effets indésirables. Donc la première des choses qu'on demande, nous, aux personnes, c'est est-ce que vous avez fait remonter vos effets indésirables à la pharmacovigilance? Et c'est la pharmacovigilance qui attribuera ou non l'imputabilité de vos symptômes à la vaccination ou pas. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après, pour le patient, c'est de demander une indemnisation à l'ONIAM pour pouvoir éventuellement couvrir leurs frais et puis être reconnu. Et la troisième des choses qui est la plus importante, c'est de se regrouper en collectif pour porter plainte. Nous, on constate clairement un empoisonnement du sang. Donc, on a la preuve qu'on a deux choses. D'une part, et avec Nexus 3, c'est ce qu'on a voulu montrer là dans le dernier film qu'on a sorti en décembre 2023. D'une part, il y a des effets biologiques importants, avec des fusions cellulaires, avec des nétoses, avec des phénomènes vraiment très très importants sur l'immunité des personnes. Et d'autre part, on observe tout un autre pan qui est le côté de la microtechnologie. Et aujourd'hui, on est formel, on a bien de la microtechnologie présente dans les vaccins anti-Covid. Et là, il va falloir aussi que certaines langues se délient, dans le milieu scientifique notamment, dans le milieu informatique, etc. Dans la résistance aussi. Et dans la résistance, parce qu'on se sent quand même souvent seul sur ce domaine-là. On a été beaucoup critiqué, très peu entendu. Et aujourd'hui, on a des preuves formelles. On a bien de la microtechnologie dans ces vaccins qui n'ont rien à faire là. Surtout, il n'y a pas eu de consentement de la personne pour recevoir un dispositif médical implantable, un DMI. Et c'est ce à quoi on a affaire aujourd'hui. On a implanté des dispositifs médicaux de l'ordre de la microtechnologie dans le sang, dans le corps des personnes vaccinées. Donc ça, c'est un scandale important. Ça peut amener aussi un scandale sanitaire. Si les implants sont mal tolérés, il peut y avoir des gros dégâts. On observe déjà, nous, assez régulièrement des agglutinations de plaquettes qui tendraient à prouver qu'il y a une forme de rejet, en tout cas potentiellement au moins une intolérance. Un phénomène d'intolérance de ces dispositifs-là. Il va falloir que les gens se penchent dessus. En tout cas, les gens, quand je dis les gens, c'est les grands de ce monde, hein, ceux qui sont scientifiques et qui sont censés nous donner des réponses. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de réponses. On a des preuves. Alors, il y a peut-être un secret, hein. Il y a peut-être un secret d'État, effectivement. Mais à partir du moment où il y a des millions de personnes qui sont au courant de ce secret d'État, à un moment donné, il va bien falloir le lever. Donc nous, on ne va pas attendre 70 ans que le secret d'État soit levé. Aujourd'hui, on a des preuves et on veut des réponses. Et les personnes ont droit à avoir des réponses. Nous, on a un devoir de vérité avec Sébastien depuis le début. C'est notre leitmotiv. C'est de donner la vérité aux gens. Un maximum de ce que nous, on comprend. Et il va falloir qu'il y ait des gens qui prennent le relais maintenant. Le mot de la fin? Je crois qu'on le doit surtout aux générations à venir. Moi, je pense à mes enfants. Il va falloir qu'il y ait une prise de conscience générale, y compris et surtout des enfants. Ce qu'on nous vend comme étant du rêve dans la science-fiction peut avoir des travers. Et il est important que chacun prenne conscience de tout ça. Et qu'aujourd'hui, on s'est tous fait duper dans toutes nos familles en nous promettant un remède miracle, alors qu'en fait, il s'agit de bien autre chose. Ok. Bon, bah merci. Merci en tout cas de m'avoir permis de faire cette observation. Et puis, ben, je vous dis un grand merci pour votre générosité pour tout le monde. Merci beaucoup. Une semaine après ces observations, je m'aperçois que j'étais complètement dans le déni. Je pensais que j'avais bénéficié du placebo. Or, il n'en est rien, malgré quelques alertes que j'ai eues dernièrement, un asthme et des douleurs partout dans les jambes. Je pensais que j'avais échappé. Et ben non, j'ai été rattrapée par cette observation qui me montre que j'ai le sang complètement modifié. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur du sang qui fait que c'est en train d'abîmer toute ma santé?
Donc, je voudrais également parler de toutes ces personnes qui sont victimes et qu'on ignore. Certains médecins nient le problème, hein, donc il n'y a pas que moi qui étais dans le déni, il y a sans doute d'autres gens. Et puis, on n'a pas écouté des grands professeurs et nous avons notre ministre de la Santé qui nous dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Or, moi, j'en vois plein sur les réseaux des gens qui ont des problèmes. Et des problèmes plus ou moins graves, mais des problèmes. Donc, je pense à ce ministre qui vient de nous dire qu'il n'y en a pas, alors que son propre gouvernement rembourse par l'ONIAM des indemnités à des gens qui ont des effets graves. Je pense aussi au président qui a classé secret défense toute la pandémie Covid-19. Donc, c'est un peu étonnant pour un virus qu'on classe secret défense, comme le président nous disait, on est en guerre. Donc, en guerre contre qui ou contre quoi? Un virus, je ne pense pas qu'on soit en guerre contre un virus. Je voudrais vous alerter également parce qu'ils ont prévu de mettre cette technologie dans tous les vaccins, même ceux qui existent depuis 50 ans. Et de les administrer notamment aux bébés. Il faut savoir qu'un bébé reçoit jusqu'à 11 vaccins, mais d'après Madame Gardenal, ce n'est pas 11 vaccins qu'ils reçoivent avant l'âge de 2 ans, mais 30, ce qui est énorme. Et s'il y a cette technologie à l'intérieur, je pense que c'est très grave et qu'il faut absolument faire un moratoire sur la vaccination. Je voulais remercier donc Sébastien et Guillaume de tout cœur de m'avoir donné cette opportunité de voir ce qui se passait parce que j'ai une vision encore plus inquiétante de la chose. Mais je voudrais donner de l'espoir à tout le monde. Je pense qu'il y a des scientifiques qui ne parlent pas pour le moment, mais je pense qu'ils peuvent bientôt parler et nous aider. Je compte sur l'humain pour pouvoir trouver des solutions plutôt que les labos. Et vous avez essayé d'autres vaccins? D'autres gens vaccinés d'autres choses? AstraZeneca. Et Pour on voit les l'instant, mêmes on choses? n'a que les trois vaccins qu'on a pu observer chez des gens vaccinés, c'était AstraZeneca, Pfizer et Moderna. On n'a pas de Janssen ni de Novavax, entre autres, parce qu'il y en a très peu. Et, donc voilà, on a par contre pas mal de références sur les autres. Et est-ce qu'on voit les mêmes choses chez ces vaccinés-là? On a des choses similaires, et c'est pour ça qu'avec Sébastien, maintenant, on arrive à savoir à peu de choses près, quasiment tout le temps, si la personne a reçu de l'AstraZeneca ou du Moderna ou du Pfizer.